ne modifie pas son voyage. La mort d'un extrémiste allemand après 70 jours de grève de la faim. Indignation à Atlanta des parents accusés par le FBI. La météo optimiste, il y aura du soleil pour le week-end de Pâques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 2 bombes viennent d'exploser ce soir à Ajaccio, à l'aéroport de Campo dell'Oro, quelques instants après l'atterrissage de l'avion à bord duquel se trouvait Valéry Giscard d'Estaing. 2 personnes ont été grièvement blessées par l'explosion, 7 autres plus légèrement. Les engins avaient été déposés à la consigne automatique de l'aéroport et dans les toilettes. Nombreux étaient à ce moment-là les Corses à se trouver dans le hall pour assister à l'arrivée de M. Giscard d'Estaing, qui devait participer à un meeting. Jacques Aubertin, notre caméraman, était sur place, Paul Amar aussi. L'attentat s'est produit à 17h23 exactement, au moment même où l'avion de Valéry Giscard d'Estaing se posait sur l'aéroport. Le président de la République a entendu l'explosion qui a blessé 7 personnes. 2 d'entre elles l'ont été grièvement, une employée de l'aéroport et un touriste étranger. Les dégâts sont considérables, la plupart des boutiques sont littéralement dévastées et c'est un véritable amas de verre brisé mêlé de sang que nous avons découvert à notre arrivée. La bombe qui se trouvait dans une consigne avait été posée pour tuer. Un employé de l'aéroport avait en effet reçu un coup de téléphone anonyme annonçant l'attentat à 17h20, soit 3 minutes à peine avant l'explosion. 3 minutes à peine. Le service de sécurité n'avait donc pas eu le temps de la détecter. Coïncidence troublante, l'explosion s'est produite, je vous le disais, au moment où l'avion de Valéry Giscard d'Estaing atterrissait. Or, l'appareil avait une demi-heure de retard. Valéry Giscard d'Estaing aurait dû en effet arriver à Ajaccio vers 16h45. Il est donc possible que les auteurs de l'attentat aient été prévenus de ce retard. Cette violence, tous les habitants d'Ajaccio la condamnent bien sûr, comme l'a fait d'ailleurs Valéry Giscard d'Estaing dans son discours cet après-midi, et comme il le fera sans doute ce soir dans sa 2e réunion publique à Ajaccio. Oui, Valéry Giscard d'Estaing qui vient d'envoyer son directeur de cabinet, le directeur de cabinet de sa campagne, exprimé à l'hôpital d'Ajaccio aux victimes de l'attentat, parmi lesquelles 3 Suisses, me dit-on. Son émotion et sa sympathie, il n'annulera pas l'horaire et le déroulement de ce voyage. Par ailleurs, les organisateurs d'une manifestation nationaliste ont décidé d'annuler cette manifestation. Elle devait se tenir jeudi soir, place de la Gare, à Ajaccio, à l'appel du Front du Peuple Corse et de plusieurs autres organisations nationalistes. Et les organisateurs ont estimé qu'il valait mieux annuler cette manifestation pour ne pas tomber dans la provocation. Nous reviendrons sur le déroulement de la campagne proprement dite dans le courant de ce journal et si évidemment il y a du nouveau sur cet attentat qui pour l'instant n'a pas été revendiqué, bien évidemment Paul Amar nous appellera. Mais nous allons tout d'abord parler de la mort de Sigurd Debus, l'un de ces 26 extrémistes détenus en Allemagne de l'Ouest qui observaient depuis plus de 2 mois une grève de la faim pour obtenir le statut de prisonnier de guerre. Il vient de mourir à la prison de Hambourg. Et ses 25 camarades, dont 5 femmes, ont annoncé qu'ils arrêtaient leur grève de la faim. Tout de suite, des détails avec Michel Meyer. À Berlin, Moabit, Hambourg, au total devant 22 prisons allemandes, la mort de l'extrémiste Debus a encore accentué le balai des voitures de police. Le pire est revenu à l'ordre du jour d'un pays qui craint un regain de la violence et de sa forme la plus imprévisible, le terrorisme. Sigurd Debus est mort après 70 jours de grève de la faim. Avec 26 autres détenus, dont plusieurs étaient déjà dans un état très grave, il entendait obtenir un statut de prisonnier politique et protester contre ce qu'il appelait la torture par l'isolement. Debus est mort malgré la mobilisation de tout un attirail d'alimentation forcée. Des instruments dont la mise en œuvre, qui viole souvent l'intégrité d'un individu, pose aux médecins des prisons des problèmes pratiques et déontologiques insurmontables. Plus de 10 ans après l'arrestation et 4 ans après la mort d'Andreas Bader, les extrémistes qui peuplent les prisons allemandes sont généralement emprisonnés après avoir tenté d'obtenir la libération des activistes des générations précédentes en enlevant ou en tuant des personnalités comme le patron des patrons Schleyer. Dans les foules contestataires d'Allemagne et surtout des grandes villes, on évalue maintenant entre 4 000 et 6 000 les adeptes, les sympathisants qui partagent les sentiments de haine et de répulsion des terroristes envers l'État ouest-allemand.
Cette minorité de révoltés masqués qui se mêlent à ceux qui occupent les maisons, refusent radicalement et l'énergie nucléaire ou l'installation des fusées atomiques américaines en Allemagne sont loin de tous passer à l'action terroriste. Une poignée d'entre eux, moins de 100, sont pourtant prêts à tout. Pour l'instant, à Cologne, Stuttgart ou Francfort, ils n'ont plastiqué que des métros déserts, des trains, des installations publiques. Mais tout peut arriver. Avec angoisse donc, ici et depuis ce matin, depuis la mort de Debus, on se demande quand il y aura mort d'homme. On s'attend en effet à des coups de main pour tuer contre des hommes politiques comme Helmut Schmidt et ses ministres. On sait en effet que le réseau terroriste est complètement démantelé, ce qui rend tout à fait impossible des opérations complexes comme un enlèvement à la Martin Schleyer. Alors on s'attend de façon assez précise à des opérations de vengeurs, des opérations qui semblent ici imparables. Alors, on s'habitue à ce que cette trêve pascale soit celle de retrouvailles avec une angoisse de peur, avec une psychose que les Allemands connaissent bien depuis le début des années 70. Oui, depuis plusieurs jours déjà, un certain nombre de manifestants protestaient contre les conditions de détention de ces extrémistes. Hier soir, il y avait eu un défilé au flambeau, vous le voyez. On disait alors que Sigurd Debus était tombé dans le coma depuis une semaine et qu'il n'était plus qu'artificiellement maintenu en vie. Plusieurs attentats signés par des sympathisants de mouvements terroristes ont d'ailleurs eu lieu ces dernières semaines en Allemagne de l'Ouest. Deuxième point chaud, ce soir, à l'étranger, la Pologne, car c'est au sein même du Parti communiste, plus précisément le Parti ouvrier unifié, que le débat s'est transféré. À Toruń, c'est-à-dire au nord-ouest de Varsovie, une assemblée de communistes a décidé qu'il fallait entamer une lutte pour une démocratisation authentique du parti, une assemblée de la base. Jean-Pierre Biondi. Les délégués étaient venus à Toruń pour discuter du prochain congrès du Parti ouvrier unifié polonais. Ce forum était préparé depuis des mois dans les différentes régions et en dehors de la hiérarchie du parti, donc en marge de ses structures officielles. Ouverts à la presse, les débats ont porté en priorité sur l'éviction des membres du bureau politique qui freinent le renouveau de la Pologne. Un point qui vise notamment M. Olszewski, l'homme chargé de la préparation du congrès. Devant la pression des militants, nombre de leaders ont déjà admis la création de structures dites horizontales. Mais les délégués n'entendent pas s'arrêter là. Ils réuniront dès demain un groupe de travail pour établir les modalités d'une nouvelle conférence au niveau national. L'émergence d'un véritable parti parallèle, en fait d'un parti de militants à côté du parti des dirigeants, est inédite dans une démocratie populaire. Et la mise en cause du principe du centralisme démocratique, un événement politique dont on ne peut encore évaluer les retombées. Il crée en tout cas un précédent qui provoque bien des inquiétudes au Kremlin où les critiques s'accumulent à l'égard de la Pologne. Mais par ailleurs, le gouvernement polonais a donné son accord pour rencontrer l'ensemble des dirigeants de Solidarité avant le 6 mai. Israël, le Front de Libération de la Palestine, a annoncé qu'un commando avait réussi ce matin à se poser à bord d'un ballon dans le nord d'Israël. Le communiqué n'en dit pas plus sur les détails de cette opération qui avait été précédée le mois dernier d'une série de raids au moyen de 3 ailes volantes, c'est-à-dire de simples deltaplanes. Et puisque nous parlons de la vie de l'espace, un mot encore sur la navette Columbia pour vous montrer ces images inédites jusqu'alors, prises cette fois de l'intérieur de l'appareil au moment de l'atterrissage. Les voici. Et pour vous dire aussi qu'on a frôlé d'extrême justesse la catastrophe lors du lancement de la navette à Cap Canaveral. 90 secondes en effet avant le départ de Columbia, un avion de touristes piloté par un inconscient a été chassé de l'enceinte du tir. Les moteurs auxiliaires de la navette étaient déjà allumés quand les radars ont détecté l'intrus. Et vous voyez en ce moment ici l'atterrissage de Columbia sur la base militaire d'Edwards en Californie, donc prise de l'intérieur. Deuxième gros sujet de conversation aux États-Unis, Atlanta. Au lendemain des révélations de cet agent du FBI qui estimait que ces assassinats, dans 3 ou 4 cas, pouvaient être le fait des parents eux-mêmes. Corinne Pertuis. Des parents assassins de leurs propres enfants, ces révélations d'un agent du FBI en place à Atlanta, Mike Tribble, ont soulevé une tempête de protestations dans cette ville où depuis bientôt 2 ans, toute la population est mobilisée en vue de l'arrestation du ou des meurtriers. Premiers concernés, les responsables de la communauté noire restent persuadés que la plupart des enfants ont été tués par un ou des assassins qu'ils ne connaissaient pas. Mais c'est surtout dans la police municipale que la réaction a été la plus vive. Pour le directeur de la sécurité publique, Lee Brown, ces propos
propos sont hâtifs, vu qu'aucun des auteurs des 23 meurtres n'a été formellement identifié. Cette polémique est d'autant plus violente qu'une rivalité oppose la police d'Atlanta aux agents de la police fédérale envoyés en renfort par le président Reagan il y a 3 mois. Quant aux autorités fédérales américaines et au FBI lui-même, ils se sont refusés aujourd'hui à toute déclaration concernant les révélations de l'agent Twibble. En dehors de cette controverse, et malgré elle, l'enquête semble progresser. Le portrait robot d'un homme noir a été établi d'après des indices découverts sur la dernière des victimes, la dernière jusqu'à présent. Deuxième point d'interrogation pour les Américains, une réflexion cette fois plus politique. 5 jours après la sortie de l'hôpital de Ronald Reagan, qui gouverne vraiment à Washington aujourd'hui? La réponse de Jacques Sigui. Le répondeur automatique qui jusqu'au jour de l'attentat donnait le programme quotidien de M. Reagan nous informe aujourd'hui sur les activités de M. Bush, le vice-président. Car c'est George Bush qui est chargé des actes protocolaires. C'est lui, par exemple, qui par téléphone a parlé aux astronautes de la navette avant leur retour sur la Terre. Mais c'est le président qui signe tous les actes officiels. La délégation de pouvoir qu'il a mise en place dès son arrivée à la Maison-Blanche fonctionne autour de 3 hommes qui en ce moment le consultent au moins une fois par jour dans ses appartements privés. Ces 3 hommes n'ont jamais été élus, ne dépendent pas du Congrès, mais du président qui les a choisis. Le plus influent d'entre eux, c'est Edward Meese, 49 ans, qu'on appelle souvent le président adjoint ou le Premier ministre. Meese est conseiller politique et a droit de regard sur tout. C'est un mauvais administrateur et c'est pourquoi le numéro 2 de cette bande des 3 est Jim Baker, qui règne sur les 500 personnes de la Maison-Blanche avec tact, élégance et autorité. Le bureau de son adjoint, Mike Deaver, donne directement sur le bureau ovale. Deaver est l'ami intime des Reagan, c'est lui qui sait ce qui convient au président et à Nancy Reagan. Ronald Reagan, que ce soit en Californie comme gouverneur ou ici à Washington, veut gouverner comme un PDG d'une grande entreprise. Mais quand le président est malade, cela signifie tout de même que le PDG dépend totalement de ses conseillers. Et ces derniers sont donc condamnés à s'entendre parfaitement, surtout en cas de crise. Oui, je reviens d'un mot sur l'attentat de tout à l'heure à l'aéroport d'Ajaccio. Je vous rappelle qu'il y a eu 9 blessés, dont 2 grièvement. Le président de la République n'a pas changé l'horaire ni le déroulement de ces manifestations. Auparavant, Valéry Giscard d'Estaing s'était rendu en Haute-Corse, donc à Bastia cette fois, en début d'après-midi. Et à ce moment-là, rien ne laissait présager un climat de violence. Patricia Charnelet. Pour cette 20e étape de son Tour de France, Valéry Giscard d'Estaing avait reçu un accueil très chaleureux. Ses habitants de Bastia et de la Haute-Corse se souvenaient de sa visite dans leur île en tant que président de la République et ils voulaient aujourd'hui lui témoigner leur soutien et leur amitié. De son côté, le candidat leur dira que ses objectifs sont la liberté, l'espoir, l'unité des Français et la paix. La paix extérieure, il réaffirmera sa volonté de dialogue, mais aussi la paix intérieure. Et devant une assistance très attentive, Valéry Giscard d'Estaing dénoncera la violence. Il n'est pas digne, dans une société démocratique moderne, de laisser s'insinuer durablement dans les mœurs et dans les esprits la violence civile, nocturne, lâche et anonyme. Et je souhaite que cette violence-là, qui n'est pas celle de l'honneur de la Corse, elle disparaisse de la vie quotidienne de votre île. L'État continuera de défendre sans défaillance, mais dans le cadre des justes lois, la sécurité des citoyens. Et je souhaite que l'État ne le fasse pas tout seul, mais que ce soit la population corse elle-même qui rejette hors de son sein ces tentations et ces démons qui ne sont pas dignes de ce qu'est la Corse. C'est pourquoi pour la Corse, je vous dis ma confiance et mon espoir. Dans la paix civile et républicaine retrouvée, dans le développement harmonieux de l'île et dans une ouverture fraternelle vers la jeunesse. Puis il expliquera son plan de campagne en faisant référence à Napoléon. J'ai étudié ces batailles. Il avait une recette simple, qui est celle que j'applique à la conduite de ma campagne. Les victoires se gagnent au centre. Et chaque fois qu'un de ces maréchaux se livrait à quelques fantaisies sur les ailes, ne perdez pas votre temps, vous faites tuer du monde pour rien.
les batailles se gagnent au centre. Valéry Giscard d'Estaing qui, dans Paris Match, estime que François Mitterrand n'est pas un homme d'État, même si c'est un homme habile. Je l'ai vu, a-t-il dit, commettre 4 fautes fondamentales de jugement, en 58 en se prononçant contre les institutions de la Ve République, en 62 en se prononçant contre la force de dissuasion, en 72 quand il a proposé le programme commun de gouvernement avec les socialistes, en 77 enfin en proposant l'arrêt de notre programme électronucléaire. Alors suivons précisément maintenant la campagne de François Mitterrand, qui sera tout à l'heure à Grenoble en compagnie de Michel Rocard, les deux hommes à la même tribune pour la première fois dans la campagne, et qui vient de quitter Clermont-Ferrand. Il venait d'apprendre l'attentat d'Ajaccio. À l'un de mes collaborateurs de prendre toutes les nouvelles nécessaires, d'assurer le président de la République sortant de ma pensée à l'égard de ceux de ses collaborateurs frappés, que j'entends tout le long de cette campagne affirmer qu'il n'est qu'une réponse aux problèmes de l'heure, et cette réponse est celle de la démocratie, que rien ne sera jamais dit ni fait dans les rangs des socialistes qui ne soit le recours au suffrage universel, qui ne soit d'autres méthodes, d'autres moyens et d'autres objectifs que d'en appeler à la conscience et à la réflexion des Français. Je pense qu'il est même tout à fait inutile, comme superfétatoire, que j'ajoute la réprobation absolue que je porte à l'égard de quelque attitude que ce soit qui ressemble à la violence, visant un candidat qui mérite, comme tout autre, le respect dans sa personne et dans sa vie. Et ce meeting de Clermont-Ferrand se poursuit. À l'instant même, une réaction de Jacques Chirac que j'apprends. Un lâche attentat vient d'être commis à l'aéroport d'Ajaccio. J'exprime toute ma sympathie aux victimes et à leurs familles. Je tiens une nouvelle fois à dire que la sécurité est une exigence fondamentale de nos concitoyens, que nous devons faire respecter la loi et l'ordre sans la moindre faiblesse à l'égard de ceux qui la bafouent. Je regrette que toutes les mesures que nous avons réclamées n'aient pas été prises. Je suis d'autant plus indigné par cet acte criminel qu'il est perpétré à l'occasion de la visite d'un candidat à la présidence de la République. La démocratie ne saurait tolérer de telles méthodes. C'est donc la réaction de Jacques Chirac qui, hier, à Bordeaux, avait affirmé que le seul moyen de battre François Mitterrand était de l'éliminer au premier tour en votant pour lui-même, c'est-à-dire donc Chirac. Du côté de Georges Marchais, qui était cet après-midi à la Courneuve, il s'est adressé aux techniciens de la Seine-Saint-Denis. Une fois de plus, il a répété qu'il était indispensable que les communistes aient toute leur part de responsabilité au gouvernement. Nous sommes, dit-il, un parti de gouvernement pour que cela change en France. Georges Marchais, qui hier avait attaqué les petits candidats, ce qui lui a valu une réplique violente d'Arlette Laguillet. Tout à l'heure, si Marchais me calomnie, c'est que ma candidature le gêne, a-t-elle dit. Arlette Laguillet, qu'a suivi Jean-Claude Renaud au moment où elle se faisait reprocher les images qu'elle n'avait pu voir, faute de temps, de l'atterrissage de la navette américaine diffusée, vous le savez, sur Antenne 2. C'est quand même une époque comme ça, on ne travaille pas 35 ans, même moins, tu te rends compte de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Ces avions, nous avons pu voir les images en vol de la navette et en plus on a pu faire énormément d'observations sur son nez. C'est la poussière de sel qui pollue tous les couleurs. On avait l'impression que la piste était Il y a la technique qui n'est pas le capitaliste. Mais bien tassé. Déjeuner rapide mais détendu pour Arlette Laguillet après 2 heures d'enregistrement à la maison de la radio. Comme en 1974, elle est revenue dans les studios le temps d'une élection présidentielle sans conseiller en marketing politique ni expert en communication. Ce qu'on essaye surtout d'imaginer, c'est un petit peu justement les travailleurs dans nos entreprises, comment ils vont ressentir ça, est-ce que ça va correspondre à ce qu'ils auraient peut-être envie de dire eux, et je crois que c'est comme ça qu'on essaye de travailler les textes. Vous avez fait des progrès personnellement ? Je sais pas. Je sais pas. Je crois que si vous voulez, je suis sûrement moins impressionnée aujourd'hui par un micro, une caméra que je l'étais il y a 7 ans, mais le problème il n'est pas là. Je suis toujours autant impressionnée d'avoir à être le porte-parole de mes camarades qui eux après
dans les entreprises, dans les quartiers ou dans les villages, eh bien, ont à répondre de ce que j'ai dit. Donc j'essaye de dire le mieux possible, de refléter le mieux possible ce que nous sommes et ce que nous pensons. Je dis que les travailleurs ne peuvent pas faire confiance simplement à Mitterrand et ne doivent pas voter pour lui au premier tour, parce qu'il utiliserait cela comme une approbation de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il ne promet pas, de toute sa politique passée et surtout de toute sa politique à venir. Car le message est passé, la candidate de lutte ouvrière regagnera Paris en voiture vers 2 heures du matin. J'ajoute que 4 candidats, messieurs Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac et Debré, se sont engagés à ne pas renouveler leurs affiches sur panneaux publicitaires. Brice Lalonde le leur avait demandé, il avait intenté une action en justice. Le temps maintenant des sondages, et Dieu sait s'ils sont nombreux ce soir, il faut dire qu'après samedi minuit, personne ne peut plus en parler, ni en publier. Alors dans l'ordre, le Figaro Sofresse, qui ne parle que du premier tour. Valéry Giscard d'Estaing à 27,5, François Mitterrand à 22, Jacques Chirac à 19,5, Georges Marchais à 18,5. Celui de l'Express maintenant, Valéry Giscard d'Estaing 28, François Mitterrand 24, Marchais 18, Chirac 17 au second tour, Giscard Mitterrand 50-50. Celui enfin du Point, Giscard 27,5, Mitterrand 23,5, Chirac Marchais 17 au second tour, François Mitterrand battrait Valéry Giscard d'Estaing 51,5 contre 48,5. Duhamel, ça fait beaucoup de sondages, on va essayer de s'y repérer un petit peu. Oui, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Effectivement, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les derniers sondages qui sont publiés, puisque c'est interdit à partir de la semaine prochaine. Alors, il y a un certain nombre de considérations générales. La première, c'est que de toute façon, cette élection présidentielle s'annonce comme une élection très ouverte, puisqu'on voit que le second tour est particulièrement serré, quelles que soient les hypothèses. Deuxièmement, on voit que tous les sondages donnent pour l'instant, pour le second tour, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Troisièmement, il y a au fond, en ce moment, je dis bien en ce moment, 2 types de candidats. Parmi les principaux candidats, il y a Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand qui semblent devoir se qualifier. Et je dirais que la dernière tendance est plus favorable à Valéry Giscard d'Estaing qu'à François Mitterrand pour le premier tour, et qu'en revanche, chez les poursuivants, c'est-à-dire Georges Marchais et Jacques Chirac, il y a progression dans les 2 cas. Ça, je crois que ce sont les considérations générales. Alors maintenant, on va prendre les candidats, voilà. Les 4 grands. Oui, c'est ça. Parce qu'on va parler de tout le monde, ça serait un peu long. Bon, alors, s'agissant de Valéry Giscard d'Estaing, je dirais qu'il y a un certain nombre de choses qu'on voit. Bon, d'abord qu'il a manifestement stabilisé sa situation à un niveau qui n'est pas mauvais, qui est, disons, en gros autour de 28%. Et que ça lui permet probablement de penser que, comme sa popularité est en train de remonter, on va le voir aussi, en réalité, il est à un niveau qui est honorable en lui-même, mais que surtout, sa distance avec son premier challenger, c'est-à-dire avec François Mitterrand, tend plutôt à s'accroître. Si on prend par exemple le dernier sondage Sofresse et qu'on le compare à celui de la semaine dernière, dont on avait tellement parlé parce qu'il n'avait pas été publié, mais dont je vous avais quand même donné les chiffres, on s'aperçoit que la distance est passée en fait en une semaine de 3 points à 5 points et demi. Donc, de ce point de vue, ça lui est plutôt favorable. Je dis, c'est une tendance aujourd'hui, elle peut naturellement parfaitement changer. Alors, en ce qui concerne François Mitterrand maintenant, je dirais qu'il semble un peu plus en difficulté puisque tous les sondages le donnent en légère baisse et il me semble que ceci s'explique principalement de 2 façons. La première, c'est par l'effet des petits candidats, parce qu'il est soumis d'une part aux attaques, ce qui est normal, de Georges Marchais et puis des candidats de la majorité. Mais d'autre part, il est en quelque sorte encadré par Brice Lalonde, l'écologiste, par Huguette Bouchardot, par Michel Crépeau, etc. Et que, au fond, les candidatures des petits candidats, pour lui, sont plus gênantes une fois qu'elles sont déclarées, qu'on voit bien qu'il y a le parrainage, et puis qu'on les voit à la télévision, qu'on les entend à la radio, qui font leur campagne, et c'est certainement ça qui le gêne. Puis il a peut-être, je dis bien peut-être, c'est mon hypothèse, il a peut-être commis une erreur tactique, non pas en attaquant Valéry Giscard d'Estaing, ce qui était tout à fait naturel de sa part, mais en ménageant pendant assez longtemps Jacques Chirac. Or, Jacques Chirac semble grignoter un petit peu sur François Mitterrand. Alors Jacques Chirac, il monte bien, lui. Alors Jacques Chirac, il monte, alors il y a un petit mystère, il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire que selon les sondages, il monte plus ou moins. Dans un cas, c'est 17%, dans un autre aussi, c'est 17%, puis dans un troisième, c'est 19,5%, ce qui n'est pas la même chose, puisque dans un cas, il est derrière Georges Marchais, et dans l'autre, il est devant. En tout cas, il monte plus que prévu. Il monte plus que prévu, il a fait, c'est évident d'ailleurs, il a fait une bonne campagne. Son principal problème, c'est qu'il risque en quelque sorte de travailler pour le roi de Prusse, c'est-à-dire qu'il se trouve un petit peu dans la situation des législatives de 78, où il avait fait un bon résultat, mais où finalement c'était Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Cette fois-ci, son problème, c'est d'éviter que la même chose ne se répète au bénéfice de Valéry Giscard d'Estaing.
Puis enfin, il reste Georges Marchais. Georges Marchais a fait une bonne campagne, mobilise bien son électorat maintenant. Il a eu beaucoup de polémiques au départ. Maintenant, il fait une campagne qui est robuste et ça paie manifestement. Je vous arrête, Alain Duhamel, car nous venons de recevoir la première réaction de Valéry Giscard d'Estaing après l'attentat qui s'est commis à l'aéroport de Campo del Oro, quelques minutes avant son arrivée sur cet aéroport. Paul Amar a recueilli cette réaction de Valéry Giscard d'Estaing. Qui vous parle. Quand je suis arrivé tout à l'heure à Ajaccio, un lâche attentat a été commis. Il a fait 8 victimes. 4 d'entre elles étaient des étrangers, des citoyens suisses qui venaient passer leurs vacances en Corse. L'un d'entre eux, un jeune homme de 19 ans, a été transporté dans un état très grave à Marseille. 4 autres sont des femmes corses. L'une d'entre elles est la directrice d'un centre de rééducation d'Ajaccio. Voilà une attitude qui est indigne de la Corse. Et le président de la République, qui naturellement n'avait pas l'intention de modifier d'1 minute ou d'1 mètre l'horaire de sa visite en Corse en raison d'un tel attentat, vous demande maintenant de vous lever et de manifester par vos applaudissements votre sympathie pour les victimes. La grève des dockers, suivie à 100% aujourd'hui, c'est un mouvement qu'avait lancé la CGT auprès des 17 000 ouvriers des ports, à la suite de ce que la centrale estime être une remise en cause de la loi de 47 qui permet d'assurer une solidarité nationale entre les ouvriers dockers. Et puis une grève également à Air Inter. Demain, la compagnie prévoit d'assurer 90% de ses vols. Il est recommandé d'appeler Air Inter avant de partir. Jean-Jacques Maurice, le frère du condamné à mort, lui-même en prison à Fleury-Mérogis, a voulu se suicider. Le tiercé, maintenant, très rapidement, voici, en principe, devraient arriver les incrustations qui n'arrivent pas, tant pis, je vais vous dire que c'est le 8, le 11 et le 6 qu'il fallait jouer. Vous le voyez, cela rapporte dans l'ordre 3192 francs 50 et dans un ordre différent 394 francs, donc le tout pour 5 francs. Je vais vous parler maintenant si tout va bien, des tirages au sort des quarts de finale de la Coupe de France de football, que vous devriez voir arriver sur votre écran. Ils n'arrivent pas, il faut dire qu'on a beaucoup de difficultés en raison de l'actualité très chargée, très mouvementée. Martigues-Bastia, Bordeaux-Strasbourg, Lens-Lille, Saint-Étienne-Montpellier. Et tout de suite, très rapidement, au galop, la météo. Galop au galop, en tout cas pour ce week-end pascal, nous aurons Pâques au balcon, je l'espère, mais pas le matin, il fera frais, l'après-midi il fera plus doux, comme aujourd'hui à 13 h, nous allons voir notre carte après avoir vu ces jolis œufs. Voilà, comme vous le voyez, des températures largement au-dessus de 15 degrés, notamment au sud de la Loire, au nord bien entendu, un petit peu plus frais. Tout de suite la prévision pour vendredi. Encore quelques nuages, ondées et orages dans l'extrême sud-est du pays où le vent soufflera du nord-est tournant à sud-est. Ailleurs, brume matinale, puis, et il fera frais, puis dans l'après-midi beaucoup de soleil et les températures en hausse par rapport au matin. Pour samedi, sur l'ensemble du pays, temps brumeux et frais le matin, puis dans l'après-midi de belles éclaircies, beaucoup de soleil et les températures douces. Un petit peu de nuages sur l'Angleterre. Voilà pour samedi. Un pronostic? Vous voulez dimanche? Eh bien, voilà dimanche. Nous allons voir notre carte de dimanche. Mais moi, je ne veux pas me voir, c'est lui que je veux voir. Oui, moi, je voudrais voir la carte. Ah ben alors, retirez. Ah, voilà la carte, merci. Tout arrive. Pour dimanche, donc, sur l'ensemble du pays, le temps sera frais et brumeux le matin, comme les jours précédents. Puis dans l'après-midi, beaucoup de soleil, les températures douces. Et pour lundi aussi, une petite interrogation. Il y a quelques nuages sur l'Angleterre. Il est possible que ces nuages gagnent le nord du pays. Mais enfin, je n'y crois
pas trop. Les températures prévues pour demain qui seront les mêmes pour les jours suivants. Le matin de 3 à 7 degrés avec éventuellement des gelées blanches dans l'extrême nord du pays. Et l'après-midi de 14 à 20 degrés selon les régions. Il fera très doux notamment à Monoblet dans le Gard où beaucoup de membres de la rédaction vont passer des vacances prolongées, pas moi. Enfin l'agenda pour demain, vendredi 7 avril, les heures de lever et de coucher du soleil au galop. Et c'est demain bien sûr le vendredi saint. Voilà, j'ai le temps de vous dire encore que Villas et Connors ont été qualifiés pour les quarts de finale au tournoi de Monte-Carlo, que le dernier journal d'Hervé Claude aura lieu vers minuit et que demain, Antenne de Midi, recevra le comédien Guy Tréjean. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et puis une bonne semaine. Le prochain journal que j'aurai le plaisir de vous présenter sera diffusé de Beyrouth vendredi prochain. À bientôt et reposez-vous bien.